Bonjour à tous. Cette vidéo est le réenregistrement d'une conférence que j'ai donnée donc en juillet 2022 qui s'intitulait Les causes des maladies, différentes médecines, différents points de vue. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin généraliste de formation. Je pratique l'homéopathie uniciste essentiellement, mais aussi d'autres techniques comme l'accompagnement de jeûne et une méthode de voyage intérieur qui permet de contacter, cultiver, dynamiser ses propres ressources de soins et de guérison. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous voyez mon PowerPoint. Voilà, pardon. Alors pour moi, c'est très intéressant et très important de réfléchir aux causes des maladies. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à penser cette question avec moi aujourd'hui. Bien sûr, tout ce que je vais dire ici n'est qu'une proposition, c'est absolument pas une vérité figée. C'est vraiment amené à évoluer ou à être enrichi, à être commenté si nécessaire. J'aime beaucoup m'interroger sur ce qui structure notre pensée en amont de notre pratique en tant que thérapeute, parce que c'est tout ce qui sous-tend notre médecine, les croyances, les concepts, le vocabulaire, la philosophie, et c'est ce qui va déterminer notre manière de travailler. Dans mon parcours, je me suis formée à beaucoup de techniques, d'outils, des pratiques. Et on se rend compte à quel point tout le paysage de soins aujourd'hui est tentaculaire et foisonnant. Et ça peut entraîner une certaine confusion, autant chez les thérapeutes que chez les consultants, parce qu'on a beaucoup de divergences en fait entre toutes les médecines et des injonctions souvent contradictoires dans les différents préceptes. Alors le plus emblématique, c'est l'alimentation. Dont les conseils peuvent varier du tout au tout d'une médecine à l'autre. On voit en naturopathie, en médecine chinoise, on va conseiller vraiment des méthodes qui sont parfois opposées. Alors, comment c'est possible? Et cette question-là, elle nous ramène à nous questionner sur la notion de paradigme. Alors, un paradigme, c'est un système de pensée global et cohérent dans lequel s'inscrivent tous les domaines de la vie et de la réflexion. Donc, ça peut être la médecine, mais aussi la société, la philosophie, la politique. Voilà, c'est un système de pensée globale qui inclut tout et surtout au sein duquel tout est cohérent, tout se rattache à un mode de pensée similaire. Au sein de ce paradigme, en fait, chaque précepte ou notion est une vérité. On peut l'utiliser, on peut la mettre en application et ça fonctionne. C'est une vérité, mais qui est relative au référentiel qu'on utilise et donc qui ne sera pas forcément logique pour un autre référentiel. Et c'est important de raisonner avec cette notion de paradigme si on veut comprendre toutes ces différentes médecines et ces différents modes de soins et si on veut travailler de manière globale et cohérente. Donc, on peut avoir différents points de vue en général sur à peu près tous les sujets de la santé, donc la maladie et particulièrement sur les causes. C'est ce qui nous amène dans cette conférence. Donc, ce qui m'a amené, moi, à imaginer une autre façon de penser les causes, c'est que j'ai travaillé un petit peu sur le microbiote pour ma thèse.
Et je me suis rendu compte qu'avec les microbes, on est invité à inverser le système de causalité. C'est l'idée selon laquelle le moustique est la conséquence de l'eau stagnante et non sa cause. Et de la même manière, dans les tissus malades sont la cause de la bactérie, de l'infestation par une bactérie, et non la conséquence de l'infestation par la bactérie. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette inversion des causes ne pourrait pas avoir lieu en fait dans toutes les pathologies, dans toutes les circonstances et pour tous les germes. C'est important de réfléchir sur les causes parce que quand on observe nos représentations à ce sujet et les définitions qu'on en fait, on peut observer aussi nos croyances qui vont déterminer notre discours. Ça transforme notre manière de soigner, d'aborder les personnes. Donc, toute notre démarche de soin, en fait, et la façon dont on va rejoindre la personne dans son propre système de pensée dépend du travail qu'on aura déjà fait sur notre propre façon d'envisager les choses. Et on verra en fait au fil de l'exposé que réfléchir aux causes, ça nous permet de retrouver une souveraineté en santé, en fait. Et ça souligne à quel point c'est important de ne pas s'enfermer dans cette idée de cause. Ce sera presque la conclusion. Alors, dans les diapos qui vont suivre, on va essayer de définir ce terme de cause et de voir les différentes formes que la causalité peut prendre. Et déjà, dans cette diapo, j'ai voulu montrer donc comment penser cette idée de point de vue différent, de référentiel et de paradigme. Donc, la première image montre que selon le point de vue duquel on se place, les choses vont prendre une apparence différente. Donc, quand on est à l'extrémité de cet objet, on va voir un rond. Quand on est sur le côté, on va voir un rectangle. Mais par contre, si on prend du recul et qu'on voit cet objet d'un petit peu plus haut, on verra une forme qui en 3 dimensions ne m'évoque rien, je ne saurais pas la décrire. Par contre, si j'ai la vision des perspectives, donc en 2 dimensions, pardon, je ne saurais pas lui donner un nom, mais en 3 dimensions, je pourrais dire que c'est un cylindre. Et si j'ai une faculté d'interprétation, je pourrais dire que c'est une bobine ou bien un tuyau, etc. L'intérêt aussi d'avoir pris du recul, c'est que je peux voir le point de vue des autres et je peux imaginer ce que les autres voient de cet objet. La deuxième image, c'est une fleur qui est vue avec 2 yeux différents. La fleur jaune, c'est vue par un humain et la fleur bleu-noire, c'est vue par un insecte, en l'occurrence une abeille. Et donc, on réalise que la vérité n'est que dépendante du référentiel. 2 humains entre eux qui diraient que la fleur est bleue ou noire auraient tort, et 2 abeilles qui se diraient que la fleur est jaune auraient tort aussi. Donc, qui peut dire qui a raison dans ces cas-là? Et enfin, j'ai cherché une image qui pouvait évoquer la physique quantique pour illustrer le fait qu'aujourd'hui, la théorie quantique et la théorie de la relativité générale d'Einstein ne sont pas compatibles et qu'on cherche une 3e théorie qui puisse les englober toutes les 2. Mais ça n'empêche pas qu'on ait des applications grâce à ces 2 théories et qu'on puisse expliquer une partie du réel par ces 2 théories-là. J'ai pris cette image-là parce qu'il y a la citation de Richard Feynman qui, soi-disant, disait « Je pense pouvoir dire sans risque que personne ne comprend la mécanique quantique ». Ça veut dire d'autant plus que on peut utiliser un référentiel qui n'est que partiel, qui est vrai dans son champ d'application,
on peut en avoir des applications concrètes sans pour autant le comprendre en totalité et sans qu'il soit définitif. Il y a différentes manières d'aborder le terme de causalité et de le définir. Alors déjà, selon moi, il y a différents niveaux de causalité qui sont tous justes. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui aurait un accident. À un premier niveau de causalité, on peut dire que le fait qu'il ait la jambe cassée soit dû au choc. Causalité, évident. Et on pourrait dire, mais ce choc, ce traumatisme, c'est lié au retard. Si j'avais été là 10 minutes plus tôt, je n'aurais pas eu ce choc et je n'aurais pas eu la jambe cassée. Mais ce retard, il était lié à un problème familial, beaucoup d'émotions, et donc on a perdu 10 minutes sur son chemin et sur son programme. Donc c'est à cause de cette émotion. Et en regardant encore à un autre niveau, on peut se dire, mince, mais tous les 5 ans, à la même date, il m'arrive un truc. Eh bien, c'est une causalité de date anniversaire, en fait. Et on peut continuer comme ça à trouver des causes dans d'autres systèmes. Et elles sont toutes justes. C'est juste intéressant de voir qu'il existe différents niveaux. Ensuite, en cherchant un peu sur la causalité et en lisant les ouvrages d'Edgar Morin sur la complexité notamment, j'ai trouvé 3 types de causalité. Donc, il y a la causalité linéaire, c'est un événement A entraîne un effet B, donc dans la chronologie. La causalité circulaire rétroactive, en fait, c'est une boucle d'autorégulation. La cause agit sur l'effet, mais l'effet rétroagit sur la cause. On a ça dans l'axe intestin-cerveau, par exemple. On sait que le cerveau donne des influx nerveux au microbiote à l'intestin et au microbiote intestinal qui lui-même va générer une production hormonale ou via les nerfs aussi qui vont rétroagir sur le cerveau. On a ça dans tous les systèmes d'homéostasie en fait qui permettent de maintenir un équilibre dans les différentes composantes de la physiologie. Et ça permet donc soit de stabiliser un système, soit de l'amplifier. La causalité récursive, c'est selon le même principe, un principe d'auto-entretien, d'autorégulation, et la cause et l'effet sont identiques. C'est par exemple un tourbillon. Il y a une cause originelle, mais après le tourbillon s'entretient lui-même. Par analogie avec la société, c'est l'idée selon laquelle les individus humains produisent la société qui elle-même, comme un tout émergent, en fait, produit l'humanité de ces individus, en apportant une culture, en apportant le langage. Mais il y a encore d'autres types de causalité, selon moi, qu'on verra juste après. Quand on aborde le sujet de la causalité, c'est très important de le distinguer de la corrélation. La corrélation, c'est quand une cause produit divers effets et que nous, on a l'impression que ces effets sont reliés entre eux par une causalité. Alors qu'en fait, ils ne sont pas corrélés, ils ne sont pas reliés entre eux par un rapport de causalité, mais parce qu'ils sont liés à une cause commune. Alors sur cette diapositive, j'ai repris différents systèmes de causalité, en fait, qui sont intéressants à regarder et qu'on peut retrouver dans les systèmes humains. Donc, le petit poussin évoque ces petits éléments de langage qui est de dire est-ce que c'est l'œuf ou est-ce que c'est la poule? Le fameux paradoxe de l'œuf et la poule, qui est un faux paradoxe selon moi, qui
Quand on observe bien, en fait, alors déjà pour que la poule produise l'œuf, il faut qu'il y ait un élément extérieur, même plusieurs éléments extérieurs. Il faut un coq, il faut de la nourriture, il faut une certaine vitalité, en fait, pour permettre à la poule de produire l'œuf. Et ensuite, l'œuf, le poussin, est aussi à l'origine de sa propre existence, dans le sens où c'est à lui de brécher l'œuf. La poule toute seule ne permet pas de faire naître le poussin. Il lui faut un principe de vitalité aussi qui lui est intrinsèque. L'œuf en lui-même n'est pas produit par la poule, il est produit par d'autres animaux terrestres. C'est comme une nécessité de la nature, une idée de la nature qui est indépendante à l'idée de poule. Tout ça pour voir que les éléments ils sont à la fois distincts et reliés par une forme d'interdépendance. Le tourbillon, on l'a vu, dans cette causalité d'auto-entretien, on a ça aussi dans l'allaitement, puisque c'est le fait d'allaiter qui augmente la production de lait. Donc, ça correspond un peu à l'œuf et la poule, si on veut. La petite phrase « la pluie, c'est à cause du soleil », c'est en référence à une histoire que j'ai lue enfant et qui m'avait beaucoup interpellée. Le personnage, en fait, se plaint à la pluie qu'il pleuve. Et la pluie lui dit « c'est pas moi, c'est à cause des nuages ». Donc le personnage se rend à la rencontre des nuages et leur dit « s'il vous plaît, j'aimerais qu'il arrête de pleuvoir et c'est vous qui êtes en cause ». Et les nuages disent non, ils accusent le vent. Donc le personnage se rend voir le vent et le vent, lui, accuse le soleil qui réchauffe les masses d'air et produit ce vent. Et donc ça arrive à ce paradoxe, quelque part, que la pluie, c'est à cause du soleil. C'est d'autant plus vrai qu'on sait que le soleil permet le cycle de l'eau. Et donc, à nouveau, cette causalité d'eau qui s'évapore et d'eau qui s'écoule, qui est liée à un élément extérieur. Moi, ça me rappelle un peu le cycle entre vie et mort, parce que finalement, la mort est la cause de la vie, et inversement, la vie produit la mort, au niveau cellulaire comme au niveau de l'être. Donc, c'est une forme de causalité paradoxale. L'image de l'arc-en-ciel, ça, je nous laisse méditer là-dessus et imaginer quelle est la cause de l'arc-en-ciel. C'est une circonstance très précise, la rencontre entre deux facteurs dans un contexte donné assez spécifique, quasiment magique. La carte qui indique un fleuve, c'est une autre image pour dire, est-ce que la cause du fleuve, c'est ses affluents? Est-ce que la cause du fleuve, c'est sa source? Est-ce que la source du fleuve permet de le décrire, permet d'expliquer ses méandres, permet d'expliquer sa faune, permet d'expliquer son débit? On comprend en fait que à un endroit où on se placerait du fleuve, qui pourrait correspondre à un certain état de maladie dans notre vie médicale, qu'est-ce qui explique cet endroit, si ce n'est cet endroit lui-même? Qu'est-ce qui explique qu'il ait cette forme, cette géologie, cette vitalité-là? C'est ni les affluents, ni la source, même si, évidemment, ces deux éléments-là sont indispensables à certaines caractéristiques ou certains critères de ce fleuve.
Et donc, on comprend qu'en termes de causalité, il y a plein d'éléments. Il y a l'origine, la source, et il y a les affluents, donc tout ce qui a pu enrichir notre vie, tout ce qui a pu alimenter notre vie, l'influencer au cours de notre existence. Mais il y a surtout le moment lui-même, en fait. Le Tao nous invite à penser les choses au-delà de la cause. Il y a au-delà de la cause l'idée d'engendrement, d'interdépendance, de complémentarité et de cycle. Le yin et le yang sont complémentaires, interdépendants, ils s'engendrent l'un l'autre dans un cycle. Ils ne sont pas à proprement parler la cause l'un de l'autre. Et est-ce qu'on n'aurait pas ça en fait avec la santé et la maladie? Est-ce que le fait d'être en santé ne permet pas, dans certaines circonstances, d'entraîner une maladie qui elle-même, si elle est résolue, augmente les capacités vitales de l'individu et lui permet d'accéder à un nouveau niveau de santé? Alors évidemment, ce n'est pas vrai des maladies chroniques qui nous font plutôt baisser de niveau de santé quand quand le corps n'arrive pas à s'adapter et à bénéficier en fait de cette maladie pour se programmer autrement. Mais avec certaines maladies qui correspondent en naturopathie à des crises d'élimination ou d'adaptation à de nouveaux facteurs environnementaux, la maladie va permettre un nouvel état de santé. Et on sait qu'il faut une certaine vitalité, une certaine santé finalement, pour tomber malade de manière aiguë et résolutive. Et enfin, la dernière image, c'est un violon pour parler de la musique. Quand je réfléchissais en fait à cette conférence sur les causes, je me disais, mais quand même, quand un musicien joue de la musique, c'est bien lui qui est en cause dans la musique et pas la musique qui est la cause du geste. Mais en fait, d'un certain côté, on peut voir les choses différemment. La musique intérieure de l'interprète ou la partition, c'est déjà la mélodie. C'est déjà la musique qui va imprimer ce geste sur l'instrument et donc le frottement de la corde d'une certaine manière et le son qui va en émerger est une conséquence de ce geste. Mais la musique intérieure, c'est la même chose que cette forme que ça va prendre au niveau matériel dans le geste, qui est juste une traduction gestuelle et matérielle de cette musique. Et c'est la même chose que la musique qui va être entendue à la fin. Donc ici, la cause et les effets sont exactement la même chose, mais dans des états différents. Et pour moi, c'est la situation la plus courante en médecine, en fait. On n'a pas les émotions, le karma ou une pensée qui a donné une maladie et qui fait des symptômes dans le corps. Tout ça, c'est exactement la même chose et c'est exactement la même musique de l'individu. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, on va voir les différents points de vue sur les causes. Donc la vision classique conventionnelle ou allopathique. Alors je rappelle ici que allopathie, c'est juste une façon d'exercer un soin. On peut être allopathique en homéopathie, en hypnose, en naturopathie, dès lors qu'on s'oppose aux symptômes et donc on s'adresse à la maladie localement
plutôt que de ne s'intéresser à la personne dans sa globalité et à non pas lutter contre un symptôme, mais à lutter pour les forces de vie de la personne et donc ses forces de guérison. Mais j'ai quand même rattaché le terme d'allopathie à la vision classique conventionnelle parce que c'est ça que c'est avec ces deux systèmes-là qu'on rentre dans la causalité linéaire telle qu'elle est le plus souvent perçue aujourd'hui. Donc, dans la vision classique conventionnelle, depuis Hippocrate, on a des causes intérieures et des causes extérieures. Des causes intérieures d'auto-intoxication et des causes extérieures qui peuvent être des facteurs climatiques, environnementaux, etc. Donc, ces notions-là alimentent depuis la théorie des humeurs d'Hippocrate. Avec l'émergence de l'infectiologie, donc fin du 19e siècle, début du 20e, c'est le moment où on ancre vraiment ce système de pensée actuel d'une cause qui entraîne un effet de manière linéaire. C'est la vision pastorienne, la vision de Robert Koch, où on a essayé de chercher quel était le germe à l'origine de quelle maladie et même de définir la maladie selon le nom du germe. Et ce schéma-là, en fait, on l'a répété en génétique, en cherchant le gène responsable de quelle maladie. Et on continue de le répéter. À chaque fois, on cherche l'élément causal le plus petit possible pour expliquer une maladie. Quelle est la cellule qui dysfonctionne? Quelle est la protéine qui dysfonctionne dans telle maladie? Et l'objectif de cette vision-là, c'est de découvrir une thérapie ciblée sur la cause identifiée, précise. Et on ne peut pas dire que c'est faux. C'est comme cette théorie de la relativité, etc. Il s'agit d'un référentiel, en fait. Et d'ailleurs, on peut se dire, ben oui, mais quand on supprime la cause, on supprime l'effet. Si la cause, selon la vision conventionnelle, donc si je supprime la bactérie, il n'y a plus la maladie. Oui, à ce niveau de causalité-là, c'est vrai. À un autre niveau de considération sur la maladie et les causes, ça ne l'est pas. C'est pour moi un premier niveau de causalité. La vision conventionnelle amène aussi à s'interroger sur les corrélations. C'est un des domaines où on y fait particulièrement attention dans les études, mais pas forcément dans la pratique. Il y a quand même une certaine notion de multifactorialité en médecine conventionnelle et de plus en plus, il y a des maladies qui sont identifiées comme ça, le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, on sait que c'est multifactoriel. Mais ça ne débouche pas forcément sur des prises en charge qui intègrent cette notion de multifactorialité, quoi. On va s'opposer à une cause ou à plusieurs causes en même temps. Donc pour moi, il faut toujours prêter attention à cette vision-là parce que on a des réflexes en fait qui sont allopathiques parce qu'on est baigné et formaté dans ce système de pensée-là. On ne peut pas y échapper, ça va être notre première manière de penser les choses, d'aborder les choses quand il arrive un problème et plus spécifiquement quand il arrive une maladie. Et ça, c'est lié en fait à notre rapport à la temporalité et notre vécu matérialiste qui est le principal vécu qu'on ait. La vision naturopathique. Donc, en naturopathie, c'est très ancré, donc cette notion de multifactorialité. Il y a plusieurs types de causalité. Il y a même des chaînes causales. Donc, une cause entraîne une autre cause, entraîne une autre cause, etc. Donc, des causes qui entraînent plusieurs effets. Et finalement, c'est le terrain global qui est la cause. On introduit cette notion de complexité de cause. Dans
dans le soin, on va rechercher donc toujours la cause de la cause de la cause et comprendre les choses de manière complexe. Il faut éviter vraiment à tout prix de tomber dans des écueils réductionnistes en naturopathie, parce que ce n'est pas l'essence de cette médecine du tout. Je vais prendre à nouveau l'exemple des microbes et en particulier du Candida albicans qui est très à la mode. On peut s'interroger, donc, est-ce que la cause du Candida albicans, c'est que je mange trop de sucre ou est-ce que c'est le sucre qui fait que j'ai du Candida albicans dans l'intestin, par exemple? Là, on est dans l'œuf et la poule. Mais on peut imaginer une causalité extérieure ou primordiale, comme dans le tourbillon. Causalité extérieure comme le coq dans l'œuf et la poule, une causalité primordiale comme dans le tourbillon au moment où il se déclenche. Ça pourrait être une émotion, par exemple. Une émotion qui entraîne à la fois une dysbiose et qui fait manger sucré et donc qui génère ce cercle vicieux du désir de sucre et de l'entretien du Candida albicans. Quand on a un cercle vicieux, c'est vraiment intéressant en fait de rechercher une cause supérieure et d'agir dessus si possible. Voilà, l'idée étant de ne pas combattre le Candida albicans ni de combattre le désir de sucre, mais d'agir pour le terrain en lui-même. Je reviens à cette idée selon laquelle les moustiques sont une conséquence de l'eau stagnante de la mare et les germes sont une conséquence d'un tissu malade ou d'une énergie stagnante dans le corps, d'une énergie basse dans le corps, d'un tissu qui est en train de pourrir. Il vaut mieux agir sur le terrain qui est responsable de cette altération en fait, des tissus. Donc, selon Hippocrate, qui est un grand inspirateur de la naturopathie, la maladie est le résultat d'une constellation de causes qui sont interdépendantes. Ça peut être des agents pathogènes, des facteurs environnementaux qui sont dépendants les uns des autres aussi, et qui rencontrent une susceptibilité de constitution, donc tout simplement du terrain. Il y a des facteurs stresseurs et des facteurs de réaction. C'est-à-dire, OK, il y a eu un stresseur extérieur, un facteur extérieur, mais la force avec laquelle je réagis ou la manière dont mon corps réagit dépend de moi. Et parfois, si on tombe méchamment malade, sévèrement malade, c'est aussi parce qu'on a une forte vitalité. Si on n'avait pas cette vitalité, on ne serait pas tombé malade, on n'aurait pas fait une fièvre, par exemple, aussi intense, avec des sécrétions aussi fortes. La vision homéopathique à présent. Donc, en homéopathie, la notion de cause est assez difficile à cerner parce que on ne s'intéresse pas aux théories, on ne fait pas de théorie en homéopathie, on est orienté vraiment sur la recherche du remède et donc sur la solution avec des éléments objectifs. On prend les symptômes, on prend le récit de la personne et on recherche un remède en rapport avec ces informations-là, sans essayer d'intellectualiser ou d'interpréter les choses. Mais il y a quand même le terme de cause qui apparaît en homéopathie, notamment pour parler de la cause fondamentale de toutes les maladies, qui est le miasme psorique, une notion un petit peu particulière que je ne vais pas développer ici. C'est en fait la psore est un miasme qui est donc une empreinte génétique liée à notre relation millénaire et fondatrice avec les microbes. Et c'est la cause de tous les états morbides qui, en fait, animent le corps. En homéopathie, on a cette idée de cause interne et de cause externe qui sont reliées et imbriquées aussi par le terrain de la personne et sa susceptibilité, sa sensibilité personnelle.
Et donc la sensibilité de la personne préexiste à la maladie qui se déclenche quand un facteur extérieur vient à la rencontre de l'individu. Donc oui, on a aussi des notions de cause, une cause occasionnelle, une cause iatrogène, une cause toxique. Mais le plus souvent, c'est une manière de comprendre l'anamnèse de la personne, mais pas de définir forcément une stratégie thérapeutique. On a beaucoup plus en homéopathie la notion d'étiologie. Dans le répertoire de nos symptômes, en fait, on va avoir les maladies suite de. Par exemple, suite de chagrin amoureux, suite d'humiliation, suite d'avoir eu les pieds mouillés, suite de s'être fait couper les cheveux, suite de peur, etc. Et je vais reprendre une formule que j'ai reçue de Philippe Guillemant, qui est un physicien que je conseille vraiment de lire et d'écouter. C'est que tout se passe comme si la maladie était survenue à la suite de ce facteur déclenchant, mais on n'interprète pas ça comme une cause directe, parce que la cause fondamentale, c'est la susceptibilité de la personne. Par exemple, si à la suite d'un coup de froid, je tombe malade, c'est le fait que je sois sensible au froid qui est la cause de la maladie, bien plus que le coup de froid lui-même qui ne rendra pas malade tout le monde. Pareil, de la même manière, par exemple, quand je suis victime d'une injustice, c'est non seulement que j'y ai été sensible, mais en plus que éventuellement je l'ai attiré à moi. Donc, je suis doublement la cause de cette situation. Avec la notion d'étiologie, on a cette chronologie qui n'est qu'apparente, en fait. Hop, je reviens. Et c'est la force vitale qui a une sensibilité spécifique. En homéopathie, en fait, la complexité est impossible à comprendre. La complexité du vivant et donc des causes. Et la cause n'est pas connaissable et il n'est pas utile de la définir en tant que telle, selon l'idée qu'on s'en fait le plus couramment. Je vais reprendre l'exemple des maladies infectieuses. On n'a pas besoin de connaître le germe en homéopathie, ni même de savoir si la maladie est infectieuse ou pas, la plupart du temps. On va choisir le remède selon les symptômes présentés par la personne. Et donc, est-ce que cette maladie est infectieuse ou non? Est-ce que c'est la maladie de Lyme ou pas la maladie de Lyme? Est-ce que c'est les métaux lourds? C'est les symptômes les symptômes significatifs de la totalité de l'individu et sa réaction spéciale et personnelle qui vont être intéressantes et non les signes communs à toutes les maladies. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de mettre la personne dans la case d'une maladie en essayant d'identifier les signes qui pourraient nous rapprocher de cette maladie-là, mais justement prendre uniquement ce qui correspond à la réaction personnelle de la personne. Donc, je reprends un exemple, ça c'est un extrait de répertoire. Donc, dans les maladies, affection suite de humiliation, on voit qu'il y a plein de remèdes différents. Et donc, c'est autant d'expressions différentes de cette humiliation. Elle peut se traduire au niveau de la peau, au niveau digestif, au niveau uniquement psychique, au niveau du sommeil, et avec plein de combinaisons différentes. Donc, la cause ou l'étiologie, ou l'élément suite duquel la maladie est survenue, n'explique pas pourquoi la maladie se présente sous la forme de ce remède-là ou de celui-ci ou d'un autre. Une même cause peut entraîner des effets différents selon les personnes.
Dans la vision ostéopathique, ce que j'en ai compris et retenu, c'est que la cause est importante à définir et à traiter. Elle est à distance de la lésion. Et on retrouve cette notion de facteur déclenchant qui rencontre un terrain sensible. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait un faux mouvement, à lui tout seul, le faux mouvement n'est pas responsable du lumbago qui sera généré. Parce que quelqu'un d'autre aurait fait le même mouvement, il n'aurait pas eu de lumbago, ou soi-même, quelques semaines auparavant, on ne l'aurait pas eu. C'est parce qu'on est sensible à ce moment-là qu'un lumbago est généré. On a cette notion de complexité de cause et de chaîne de cause à effet. Parce que quand une zone du corps est fragilisée, elle retentit sur le corps tout entier. Le fait que les chaînes musculaires, les fascias, les artères, les nerfs, les veines parcourent le corps tout entier. Donc, à un endroit, s'ils sont sollicités ou impactés, ils vont avoir du retentissement ailleurs. De la même manière, les notions posturales ont une influence sur l'équilibre du corps tout entier. Quand on a eu un traumatisme, on peut compenser la douleur ou une raideur par une posture particulière qui va entraîner un effet et donc un nouveau dérèglement qui, à distance de celui-ci, entraîne une autre perturbation. Et si un facteur déclenchant intervient, ça va générer une maladie. Donc l'ostéopathe est vraiment invité à ne pas agir uniquement au niveau local de manière allopathique, mais vraiment prendre en compte la globalité de la personne et même sa globalité physique, mais aussi émotionnelle et environnementale. Dans les maladies infectieuses, on revient toujours à la globalité. L'idée étant de toujours rétablir la fluidité des liquides, la lymphe, et de libérer le sang, de libérer les nerfs et les organes. C'est toujours le même principe qui est indépendant de la cause. En médecine chinoise, donc, la cause fondamentale des maladies est un déséquilibre énergétique. Et le déséquilibre se produit en cas d'attaque d'une énergie externe, qui peut être climatique, environnementale ou alimentaire, ou d'une perturbation interne. Dans ce cas-là, c'est une perturbation du yin et du yang dans le corps. La médecine chinoise recense 9 causes étiologiques primaires, donc les facteurs climatiques, facteurs psycho-affectifs, épidémiques et héréditaires, les causes alimentaires et diététiques, les différentes formes de surmenage, qu'ils soient physiques, intellectuelles ou sexuelles, les traumatismes, les parasites et les intoxications. Donc on a des causes externes et internes. Et il faut bien faire la différence entre les diagnostics énergétiques yin-yang et les causes qui ont pu interagir avec. Là où il faut faire attention, c'est à nouveau de ne pas être réductionniste. Et on entend souvent j'ai des problèmes au foie, c'est à cause de la colère. Ou inversement. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça quand on observe le cycle d'engendrement et de destruction. Les mouvements de la médecine chinoise, voilà. Tous les organes sont corrélés entre eux et se nourrissent ou s'engendrent. Donc, et aussi, il existe un cycle de tempérance où les organes, les viscères se tempèrent, se contrôlent et se dominent. Donc, tout est interdépendant et une perturbation sur un organe, poumon, peut avoir une influence sur le foie, etc. Donc, les choses ne sont pas isolées les unes des autres. La vision psychospirituelle.
Donc, dans les approches psychospirituelles, j'inclus toutes les méthodes qui utilisent l'esprit, donc qui n'utilisent pas d'outils matériels comme un médicament homéopathique ou des aiguilles d'acupuncture, mais vraiment l'esprit de la personne pour résoudre les maladies. Donc, ça peut être toutes les techniques d'hypnose, de voyage intérieur, de sophrologie. C'est en fait ici le principe actif, c'est l'esprit, la sagesse du corps, le champ intuitif finalement. Dans cette vision-là, la cause est intrinsèque à la personne. Comme je l'évoquais avec cette image du violon, la cause et l'effet sont confondus. C'est exactement la même chose. Tout est en nous, et donc si la maladie ne venait pas de nous, on ne la ferait pas. On est à la fois capable de tomber malade et de guérir, et en fait par le même mouvement et par les mêmes ressources. Les problèmes réellement commencent quand on considère la cause à l'extérieur de soi, parce qu'alors on se défait de son pouvoir et de sa capacité de guérison. Ce qui se passe dans le corps ici n'est qu'une traduction de la cause. La cause, c'est le message lui-même. C'est la même chose en fait. Et donc, il faut faire attention à l'allopathie masquée qui serait de nettoyer les causes d'eux. On entend beaucoup ça. Alors, nettoyer les vies antérieures, nettoyer les émotions. C'est de l'allopathie masquée. Quand on va vraiment à la rencontre de la maladie, on ne cherche pas les causes en elles-mêmes, on s'oriente vers les solutions. On ne cherche pas à comprendre. Et ça, on a ça avec plusieurs psychothérapeutes, au devant desquels Carl Gustav Jung, François Rostand, par exemple. On va chercher le comment, les ressources. Quand on fait des voyages intérieurs ou de l'hypnose ou de l'EMDR, en fait, on découvre des éléments d'anamnèse qui sont reliés entre eux. Et en fait, un faisceau d'associations entre différents événements qui sont en résonance les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on va avoir un souvenir qui va être en lien avec un autre souvenir ou un état de santé, une sensation, une émotion, une douleur. Tous ces éléments vont être reliés, mais pas forcément par un système de cause à effet. On ne peut pas forcément accéder à la cause de la cause de la cause la plus profonde. C'est au-delà de notre champ de compréhension, en fait. Et ce qui est la bonne nouvelle, en fait, c'est que quand on soigne un de ces éléments, on soigne tout le faisceau auquel il est relié et on libère aussi tous les autres éléments qui lui étaient liés. La double causalité, c'est un point d'interrogation. C'est la notion selon laquelle, certes, il y a des causes qui viennent du passé. Une cause A entraîne un effet B dans le présent, avec un certain déterminisme finalement. Mais il peut aussi y avoir des causes dans le futur. Et ça, c'est la théorie de Philippe Guillemant qui se base sur un nouveau paradigme qui serait celui de la conscience. Et là, on est à nouveau dans un tout se passe comme si le présent était influencé par le futur et était constamment modifié par lui. Et ça, c'est évidemment un point de vue qu'on ne peut pas proposer aux patients, mais qui nous permet, nous, de dézoomer et de voir qu'on ne comprend pas, en fait. Et ça nous permet
voir les choses au-delà de notre compréhension, de s'en dessaisir, d'imaginer qu'il puisse exister autre chose pour aborder les situations de manière plus neutre, moins fermée. Et encore une fois, sans s'intéresser ou se figer sur l'idée de cause qui est insaisissable, mais s'orienter vers les solutions et les possibles. Conclusion temporaire, non définitive. Donc, on a vu qu'il y avait différents niveaux de causalité, et ces niveaux de causalité peuvent expliquer le phénomène des suppressions. Les suppressions, c'est quand on lutte ou quand on combat à un certain site de la maladie, un certain niveau de la maladie, par exemple au niveau des causes, et qu'on ne guérit pas la maladie. On va juste s'opposer aux causes, donc les faire disparaître un certain nombre de ses effets, peut-être, mais on n'aura pas tenu compte de la globalité et donc de la totalité des causes possibles éventuelles qu'on aura compris ou pas compris. Est-ce possible, est-ce impossible, est-ce utile ou non de connaître les causes? Donc, pour moi, en tant qu'homéopathe, je suis plutôt partisane de dire que c'est impossible de connaître la cause selon la définition la plus courante de ce mot. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, de s'attacher à savoir ce qu'on met comme définition derrière les mots. Cette question-là, elle nous oblige à lâcher notre besoin, notre souci, notre obsession très occidentale de tout vouloir comprendre. Il n'y a pas forcément une cause au sens où on l'entend le plus souvent, mais une complexité de facteurs déclenchants, de contextes, de corrélations. On l'a vu avec le fleuve, il y a une source, il y a des affluents, mais il y a aussi une situation géologique et climatique qui localement fait que le fleuve est tel qu'il est. Et tous ces facteurs se rencontrent dans le présent, ce qu'on appelle le présent vivant, dans un mouvement qui est global et d'interdépendance, d'interrelation. La cause, finalement, c'est la personne elle-même. Et la bonne nouvelle, c'est que la solution, c'est la personne elle-même. Cette vision-là, en fait, permet de reprendre son pouvoir en santé. Parce que si on pense toujours que ça vient de l'extérieur, que c'est à cause des microbes, à cause des métaux lourds, à cause des ondes, à cause du passé, à cause des vies antérieures, on est vite démuni pour agir sur les origines du mal. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que les ondes et les microbes ne sont pas responsables des problèmes. Dans un référentiel, dans un certain système, niveau de pensée, c'est tout à fait vrai. Et donc, ça aura des applications concrètes intéressantes aussi en allopathie. C'est à nous de définir à quel niveau de causalité on veut se placer, à quel niveau on veut intervenir à un instant donné, et de tenir compte du fait que les choses sont toujours plus vastes, plus larges et plus incompréhensibles qu'on le pense. Donc, je lis mes notes en même temps. Quand on cherche une cause à l'extérieur, soit génétique, transgénérationnelle, les virus, le travail, on donne son pouvoir à cette cause. On s'éloigne de la possibilité de guérir par ses propres ressources. Et finalement, guérir, il reste plus que ça, en fait, s'orienter vers les solutions, développer, cultiver ses propres ressources. Parce qu'en fait, même quand on a trouvé la cause, éliminer la cause n'élimine pas forcément les effets. Comprendre la cause ne permet pas forcément, parfois même la cause a disparu et ça n'aura pas d'influence sur les effets.
Euh, En fait, quand on essaye de tout comprendre et de tout rendre intelligible, on s'éloigne du vrai et on s'éloigne de la guérison très souvent parce qu'on s'enferme dans un nouveau schéma mental qui peut lui-même être un petit peu en cause dans les problèmes. Donc, il y a beaucoup de thérapies qui vont vraiment occulter l'idée de s'intéresser à la compréhension des causes. Donc, on l'a vu, il y a des causes dans le passé et peut-être dans le futur, mais dans les deux cas, ces influences-là se rencontrent dans le présent vivant, qui reste notre substance, la seule à laquelle on a vraiment accès, sur laquelle on peut agir et avec laquelle on peut agir. Toute cette réflexion sur les causes des maladies peut nous inviter aussi à réfléchir sur les causes de la guérison. En homéopathie, on est souvent amené à se questionner à ce sujet-là parce que quand on donne un remède, on a besoin de savoir s'il a fonctionné. Déjà pour savoir si on va le redonner une deuxième fois ou donner un remède proche. Et en fait, souvent, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la vie des gens après qu'on ait donné un remède. Il peut avoir changé de régime alimentaire, résolu une situation familiale qui était bloquée depuis 10 ans et donc la personne estime que ça va mieux grâce à ça. Ou alors la personne a fait un stage de je ne sais quoi entre-temps et donc se sent beaucoup mieux. Et parfois, c'est très compliqué de faire la part des choses. Et c'est important pour nous de savoir quel est le remède qui a fonctionné. Et on va parfois devoir être amené à aussi lâcher sur les causes de la guérison, parce qu'on a certains indices qui nous permettent de se dire ce remède-là est le bon et il a agi et il est un des éléments qui a permis cette évolution de la personne. Et c'est vraiment important pour nous d'avoir ces indices, mais aussi on se rend compte que les choses changent de manière globale, avec une certaine forme de complexité aussi, dans un mouvement global à différents points de niveau de l'individu. Et ça ne sera pas toujours précis de savoir ce qui a marché. Est-ce que c'est le régime? Est-ce que c'est réellement ce changement de vie, etc. Donc, c'est assez intéressant pour les égos des thérapeutes de parfois ne pas savoir en fait ce qui a guéri. Est-ce que c'est ce qu'on a fait? Est-ce que c'est d'autres éléments? C'est pas toujours important pour la personne en fait de le savoir. Et enfin, donc moi, ayant dit tout ça, je pense quand même que c'est important de conserver euh, et de parler de causes parce que ça fait partie du référentiel des patients dans le monde dans lequel on est, qui est formaté par la science conventionnelle, linéaire. Et notre travail, c'est quand même d'aller à la rencontre de la réalité de la personne et de la rejoindre en fait dans ses représentations et ses croyances. Il faut aborder de manière assez délicate cette notion de cause pour toutes les raisons qu'on a exposées. Et peut-être petit à petit amener la personne à vivre sa maladie autrement. Et je terminerai là-dessus. Si on souhaite un changement de paradigme, et moi personnellement, je le souhaite pour la société en général et pour la médecine en particulier, eh bien, on peut petit à petit amener le patient à se considérer différemment et à lâcher les causes, lâcher les savoirs, à cesser de vouloir tout comprendre et de combattre les microbes, les ondes, etc., d'accuser la génétique ou le transgénérationnel, pour finalement juste renouer avec ce qu'il y a de vivant en soi. Ce qu'il y a de vivant en soi, c'est ce qui permet à la maladie et à la santé.
de se faire, de renouer avec le présent en soi, où se rejoignent passé et futur, et à cultiver finalement une autre relation au monde et au vivant. Voilà, je remercie l'école d'Argère Univers qui m'a motivée et encouragée pour faire cette conférence, et puis toutes les personnes qui seraient plus tard intéressées par cette exposition. Voilà, toutes ces notions et cette approche que j'ai des questions de santé, je les ai développées dans un livre pour ceux que ça intéresse. Donc, je mets la présentation ici. J'espère que ça vous a intéressé et excusez-moi pour les difficultés un peu d'élocution. C'est tout un exercice et voilà, j'ai vraiment plaisir à partager ces idées-là avec vous. Merci beaucoup. À bientôt.